pense que maintenant ça marche. Ouais, Ouais, là je crois que c'est tout bon. Peut-être monter un petit peu le son encore, ou ça va. Salut, salut. Vous nous entendez tous? Un peu mieux. Un peu mieux. Apparemment, il faut qu'on mette un peu plus fort. Là c'est au max, non? Salut. Ouais, je pense que là c'est ok. Je pense que ça va. Sinon, vous pouvez monter le volume dans vos ordinateurs aussi. Hein. Bon, je pense qu'on peut commencer en tout cas. Donc, bienvenue à tous. Ça fait plaisir d'avoir quand même quelques personnes qui nous regardent en live. Et donc, bienvenue à cette émission Twitchedelics, donc organisée par quelques membres de l'ARP, donc l'Association des étudiants pour la recherche psychédélique de l'Université de Genève, et soutenue aussi par la Fondation ALPS. Et donc, on est là. L'idée de cette émission, c'est de discuter un peu sur plusieurs sujets liés aux psychédéliques. On fait toujours une petite présentation, parfois un trip report. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura pas de trip report par Psychosmos comme vous avez l'habitude. Mais un de nos chroniqueurs que je vais présenter tout de suite va nous parler de psychédéliques et dépression. Donc voilà, je me présente. Moi, c'est Alekos. Je suis étudiant en master en neurosciences à l'Université de Genève. Et en ce moment coprésident de l'Association pour la recherche psychédélique de la même uni. Et voilà, j'ai une petite passion pour la recherche psychédélique, la vulgarisation. Je trouve que c'est important d'éduquer le monde sur ce genre de choses. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Bruno, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Bruno et je suis un étudiant en neurosciences, au master de neurosciences pour l'Université de Genève. Et je suis membre du comité de l'association ARP pour la recherche psychédélique. Nice. Moi, je m'appelle Pablo, je suis étudiant en psychologie aussi à l'Université de Genève, en 3e année de bachelor, et je vais continuer le master en neurosciences. J'ai un grand intérêt pour les neurosciences de manière générale et aussi pour les psychédéliques, et puis je pense que la recherche, autant pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, que pour les différentes options qu'on peut utiliser pour les traitements, pour différentes psychopathologies comme la dépression, les addictions ou autres. C'est une piste très prometteuse, c'est un nouveau paradigme en psychiatrie, donc voilà mon intérêt et pourquoi je suis là ce soir. Super. C'est la première fois aujourd'hui pour Bruno et Pablo qui nous accompagnent. Donc c'est super cool de les avoir dans l'équipe. Et voilà, donc je veux juste faire une toute petite minute de promo. Je vais faire ça maintenant et à la fin de l'émission aussi pour que tout le monde l'entende. Il y aura un événement organisé par la Fondation ALPS le 6 mai à Berne qui s'appelle le ALPS Forum 2023, qui consiste en inviter des étudiants suisses de niveau bachelor, master et doctorat qui vont présenter leurs travaux de recherche liés aux psychédéliques. Donc si la recherche psychédélique vous intéresse, si vous êtes intéressé par le domaine et cette incroyable communauté, c'est vraiment l'occasion de retrouver tous les étudiants et même professionnels déjà aussi qui travaillent dans ce domaine à Berne. Et voilà, n'hésitez pas, les entrées étudiants c'est 22 francs. Et ça va être super cool, il y aura une soirée aussi organisée après en boîte. Donc ça va être sympa, achetez vos billets maintenant, ils sont disponibles. Peut-être vous trouverez le lien quelque part sur notre Instagram ou voilà, n'importe où vous nous regardez. Ou sinon, cherchez juste sur Google Alps Forum 2023 et vous allez trouver. Et voilà, petite minute de promo terminée. Et comme j'ai dit au début, aujourd'hui il n'y aura pas de trip report, ce sera juste une présentation faite par Bruno sur les psychédéliques et la dépression. Et voilà, donc ce ne sera pas trop long, je pense qu'on en a pour 1 heure, quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, le but c'est de discuter autour de tout ça, et c'est sympa si les gens dans le chat aussi participent un maximum. On est là pour répondre à vos questions, si vous avez des doutes, n'importe quoi, n'hésitez pas. Et voilà, s'il y a un maximum d'interaction, c'est cool. Je te laisse la parole, Bruno. Ah, ok. Donc, je vais présenter sur les psychédéliques et la dépression, comme Alekos vient de dire.
Et donc, avant de commencer, bon, ça fait partie de la présentation aussi, c'est très important de donner je sais pas, la description de bon, de la dépression, ce que ça veut dire et tout. Donc, la dépression, c'est un trouble mental courant. On estime que 16% des personnes vont souffrir de dépression à un certain moment de leur vie, caractérisée par une baisse d'humeur et une faible estime de soi et une tristesse persistante. Aussi, un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant agréables. Et elle peut se traduire par un manque de sommeil et d'appétit, mais aussi des fatigues, des difficultés de concentration et de mémoire. Dans les cas extrêmes, cela peut amener au suicide. Donc ça, c'est la définition de dépression. Selon la TCC, donc la théorie cognitive comportementale, que c'est une approche, c'est une branche de la psychologie, une personne dépressive a une triade, qui c'est une vision négative de soi, une vision négative du monde et une vision négative de l'avenir. Et normalement, le traitement traditionnel est en fonction de la sévérité du trouble. Donc, les patients peuvent être traités avec une psychothérapie pour la dépression légère ou modérée et la psychothérapie associée à un médicament pour la dépression sévère ou, je sais pas, intermédiaire. Normalement, quand il y a ça, la TCC est normalement une bonne approche parce qu'elle est efficace et voilà, ça marche bien. Est-ce que tu sais, quand on parle de dépression légère, modérée, sévère, c'est par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on évalue ça? C'est une bonne question. En fait, il y a des échelles, mais aussi genre le psychiatre, le psychologue, il va avoir une idée de comment... Genre si la personne n'arrive pas à sortir de la chambre, par exemple, c'est déjà quelque chose de plus fort que si elle se sent un peu déprimée à long terme, tu sais. Ouais. Et donc, il y a plusieurs façons. C'est pas tout le monde qui est déprimé qui doit prendre des médicaments. Donc, ça dépend beaucoup. Au niveau des échelles, une des plus utilisées, en tout cas d'après ce que j'ai compris, c'est le Beck Depression Index. Et puis là, je crois qu'il y a à peu près, c'est un questionnaire qui a, si je ne me trompe pas, 19 questions. Et puis chaque question, en fait, c'est par exemple, je n'ai pas de plaisir dans la vie de tous les jours. Et on peut répondre, par exemple, 0, ce n'est pas du tout vrai, enfin, ce n'est pas du tout mon cas. Ou bien 1, puis en général, on va de 1 à 4. Donc 1, oui, je perds un peu de plaisir par rapport à avant. 2, un peu plus, etc. jusqu'à 4. Et en fait, le nombre de points qu'on a à la fin du questionnaire, c'est une définition, on est sévère, modéré, etc. Je crois que le seuil pour une dépression sévère, c'est 28 points, ou quelque chose comme ça, autour de 30. Ça peut monter jusqu'à 60, mais du coup, c'est déjà pas seulement... c'est déjà vachement fort quand on arrive autant haut. Et du coup, je crois que c'est une des échelles qui est le plus utilisée. Après, comme tout en psychiatrie, il faut faire une analyse plus globale. Donc, comme tu dis, il va aussi regarder... S'il a un score très sévère là-dessus, mais qu'en réalité, en clinique, ça a l'air d'aller, il va se dire est-ce que c'est vraiment une dépression sévère? Et puis, et inversement, voilà, ces échelles sont des outils, mais ils n'utilisent pas que ça. Oui, bien sûr que les échelles, elles nous aident beaucoup, comme Pablo a dit. Mais bon, c'est pas catégorique. C'est une chose que normalement, il y a des dimensions. Ça peut être moins ou plus sévère. Et des fois, l'échelle ne va pas... refléter la réalité. Ouais, ça donne un indice, mais c'est pas une vérité absolue. Oui. Ok. Donc, normalement, comme je vous ai dit, on utilise des médicaments pour la dépression modérée et sévère. Et les médicaments antidépresseurs, normalement, les effets commencent à partir d'une semaine ou 2 semaines. Donc, ça prend un moment. Si on prend, je sais pas, de SSRIs, des choses comme ça. Et aussi, bon, il y a la neurostimulation, mais bon, ça c'est un peu plus ancien. Mais est-ce que la thérapie traditionnelle arrive à aider tout le monde? Et en fait, non. Il y a 75% des patients environ qui arrivent à avoir des effets positifs sur leur vie, et cela concernant la psychothérapie et la psychothérapie accompagnée des médicaments antidépresseurs et tout. Mais du coup, comment on fait pour aider les autres 25%? Il y a plusieurs types de psychothérapie,
je vais dire alternative, mais ça fait pas scientifique. Mais c'est pas vrai. Genre, il y a des alternatives scientifiques, comme la psychologie positive, par exemple, ou alors ceux qui on essaye de partager maintenant, que c'est la thérapie assistée par psychédélique, qui arrive à toucher ces gens. Et donc, quand on parle de ça et des psychédéliques, c'est important de comprendre que les seules personnes qui ont le droit, au moins en Suisse, d'essayer de faire une thérapie assistée par psychédélique sont les gens qui ont déjà essayé les autres thérapies et qui ont essayé déjà je sais pas, d'aller un peu partout, n'importe quel médecin, quel docteur, quel psychiatre. Ils ont essayé plusieurs approches et rien n'a marché. Ça, c'est marrant parce que... Enfin, c'est pas marrant, mais c'est marrant. je trouve ça assez spécial que ce soit comme ça. J'imagine c'est parce qu'il manque encore plus de recherche avec les traitements psychédéliques. Mais je sais pas, je me pose la question, genre, est-ce que on pourrait, avant de passer par plein de traitements qui marchent pas, donner directement un traitement psychédélique à quelqu'un et peut-être qu'on le guérirait beaucoup plus vite qu'en ayant perdu 3 ans de traitement médicamenteux ou psychothérapeutique qui ne marche pas. Peut-être dans l'avenir avec plus de recherche et plus de données. Parce que là, c'est vrai qu'on a déjà des données qui nous montrent que les psychédéliques ont un potentiel pour guérir plusieurs choses, non seulement la dépression, mais l'anxiété, je sais pas, l'addiction, le stress post-traumatique, je sais pas, des douleurs chroniques, beaucoup de choses. Mais on ne connaît pas beaucoup des effets secondaires. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent à la fois et il faut faire attention. Et voilà. Donc, à qui s'adresse la thérapie assistée par psychédélique? Principalement à ceux qui n'ont pas eu de résultats avec d'autres traitements, comme je vous ai dit, et à des personnes hors le groupe de risque, c'est-à-dire des personnes qui ont des troubles schizoïdes ou ayant des membres de la famille avec un de ces troubles. Mais aussi les femmes enceintes, les adolescents en développement et les cardiaques. Donc ces personnes-là, ils ne devraient pas essayer parce que dans le cas de quelqu'un qui est schizophrène ou des membres de la famille qui sont schizophrènes, ils ont une tendance, ils ont une prédisposition à, comment on dit, à développer. Merci. Oui. À développer une schizophrénie, et là, ça peut être risqué et grave. Et donc, on essaye d'éviter ce genre de personnes. Il y a déjà des évidences pour ça. Et voilà. Je vois un de nos meilleurs fans, Gros Gourdin 698, qui nous pose une question sur est-ce que le fait de prendre seulement les cas les plus compliqués peut biaiser les résultats sur l'efficacité de ces thérapies en Suisse? Alors, moi je dirais oui en tout cas. Je dirais principalement le fait de prendre les cas les plus compliqués, ça montre déjà un cas d'un patient qui va être difficilement guéri. Donc voilà, avec les psychédéliques apparemment il y en a beaucoup dans ce cas-là justement c'est des dépressions sévères qui arrivent à être guéries. Mais ça donne quand même un indice basé sur des cas super difficiles à traiter. Donc je sais pas, je me dis peut-être si on traitait des cas de dépression beaucoup moins sévères avec des psychédéliques, peut-être qu'il y aurait un taux de réussite incroyable. Encore plus élevé. Oui, bon, c'est vrai que c'est biaisé, mais justement, si ça marche sur les cas les plus durs, c'est-à-dire qu'au moins c'est efficace, quoi. Ouais. Mais je pense que ce serait bien de commencer à faire déjà bon, peut-être ça se fait, j'ai aucune idée en vrai. Des recherches, des études sur des patients avec des dépressions légères à modérées, en prenant directement des thérapies psychédéliques pour voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je pense que c'est aussi au niveau des autorisations où ils se disent maintenant ils vont très petit à petit, ils essaient de faire les choses très bien. Parce que si on reprend, ça n'a rien à voir, mais si on reprend la première vague des psychédéliques dans les années 60, ils ont découvert ça et puis ils ont envoyé ça un peu partout, à droite, à gauche. Et puis, évidemment, il y a eu beaucoup d'excès, que ce soit les consommateurs récréatifs ou même dans certaines cliniques où en fait c'est un peu n'importe comment, n'importe qui. Et du coup, je pense aussi qu'aujourd'hui, comme ils n'ont pas envie qu'il y ait de nouveau des cas catastrophiques qui fassent beaucoup de bruit, ils vont vraiment séquentiellement, étape par étape. Mais probablement que si ça continue à avoir des résultats aussi positifs dans les prochaines années, je pense dans 4-5 ans, ils donneront aussi ça. Alors peut-être pas comme première option directement, tu te sens pas bien depuis 2 semaines, viens, on va prendre une petite dose de champignons, ça va bien se passer. Probablement que ça va prendre quand même
un peu plus de temps que ça, mais moi je pense aussi que c'est juste une question d'année maintenant. Il suffit que les recherches soient faites et puis que les tailles d'échantillons soient un peu plus grandes pour qu'on ait des effets plus convaincants, mais enfin voilà quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense que dans les prochaines années, ça va changer et ça sera plus accessible. Aussi parce que, bon, on a de plus en plus de recherches sur ça et maintenant il y a une montée. Genre ces dernières années, ça continue à augmenter les gens qui sont intéressés par ça et les chercheurs qui font leurs travaux sur ça. Et donc ça va faciliter un peu. Une fois que le premier stage soit bien développé, on va passer au deuxième. Donc, qu'est-ce que sont les psychédéliques? Les psychédéliques sont des substances psychoactives qui changent la perception, l'humeur et les processus cognitifs. Ils touchent tous les sens, changent la façon de penser, la perception du temps et les émotions. Ils peuvent aussi induire des hallucinations et des distorsions visuelles et auditives, ou genre des sens en général, ce qu'on appelle la synesthésie, quand il y a d'autres sens qui se mélangent, quand, je sais pas, on voit, on sent, on entend une couleur, je sais pas, c'est des choses magiques. Aussi, c'est important de se rappeler que, bon, si on parle des psychédéliques, mais plus précisément du LSD et de la psilocybine, il s'agit des agonistes partiels des récepteurs sérotoninergiques, plus précisément le 5-HT2A. Et bon, ça active d'autres récepteurs aussi, comme dopaminergiques, etc. Mais surtout les 5-HT2A, qui sont, je sais pas, partout dans le cerveau, quoi. Et je voulais aussi vous rappeler qu'on est ici en train de faire tout ce podcast, et il y a l'association et tout, mais que la toxicité des drogues psychédéliques, notamment le LSD et la psilocybine, elle est vraiment basse. Il n'y a pas beaucoup de risques. Bon, il n'y a pas de risques, il n'y a pas de décès enregistrés, il n'y a pas de doses létales connues. On a des idées théoriques, mais ça ne marche pas. Genre, je sais pas, il faut être courageux pour essayer de prendre une dose comme ça. Une fois, j'avais lu un truc comme quoi ils avaient donné, je sais plus combien c'était peut-être 1 litre de LSD à un éléphant et il est mort. Ah oui? Oui. Pour 1 litre. Après, aussi, je sais pas à quel point l'éléphant il métabolise comme les humains, mais de toute façon, 1 litre de LSD, ah oui. C'est ouf quand même. Et juste pour souligner ici, une dose normale, genre travailler en clinique et tout, de LSD, s'agit de entre 100 et 200 microgrammes. Donc en litres, tu vois la différence. Ouais. Théoriquement, la dose létale prudente, la dose létale, elle est genre 1600 fois plus que 200 microgrammes. Donc, Et puis encore, c'est prudent justement parce qu'il y a aussi une histoire je crois que c'était un groupe aux États-Unis, un groupe de potes qui ont sniffé en fait des cristaux de LSD, alors je ne sais même pas comment ça existe, en pensant que c'était de la cocaïne. Et puis ils ont estimé qu'ils ont pris une dose qui était 7000 à 8000 fois plus haute que 100 microgrammes de LSD. Et puis je crois que c'était 4 à avoir fait ça. Et au final, il n'y en a qu'un qui a eu des complications assez importantes au niveau des intestins. Alors après, pourquoi, comment, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a des récepteurs sérotoninergiques des intestins, mais quel mécanisme qui a engendré ça, on ne sait pas vraiment. Puis les autres, après, bon voilà, ils étaient à l'hôpital et puis sur notre planète pendant, je crois, 2 à 3 jours. Mais il n'y a pas eu de problème plus grave que ça, quoi. Donc ça reste assez dingue. Probablement qu'il ne faut pas s'amuser à faire ça à la maison et puis ou à boire 1 litre de LSD, c'est probablement pas une très bonne idée. oui. Mais il y a probablement une dose létale, mais on ne sait pas exactement où elle est et puis qu'est-ce qui fait qu'on atteint qu'est-ce qui fait qu'elle est létale, quoi, en soi. Voilà. Et il s'agit des cas très particuliers, très rares. Et aussi avec une dose, je sais pas, bizarrement absurde. Genre, je sais pas. Donc, on passe au prochain. Aussi, c'est important de remarquer qu'autant la psilocybine que le LSD et les psychédéliques en général, ils ne sont pas addictifs. Il y a des exceptions, mais des exceptions qu'on se demande encore si on peut les mettre dans les groupes de psychédéliques, comme le MDMA et la kétamine, qui sont addictifs. Donc, il faut faire attention à ça. Malgré le fait que le LSD, la psilocybine et le DMT, pas vraiment, la kétamine et le MDMA peuvent être vraiment addictifs. Donc, il faut faire attention.
Et maintenant, on va parler un peu de cette étude. Classical Psychedelics for Treatment of Depression and Anxiety, a Systematic Review. Donc il s'agit d'une méta-analyse qui parle de plusieurs drogues psychédéliques. Après, on va aborder d'autres petits papiers aussi qui parlent de certains psychédéliques. Mais voilà, on commence avec celui-là, qui parle de LSD, psilocybine et ayahuasca. En fait, c'était 7 études, 3 sur la dépression, 2 sur l'anxiété et 2 sur l'anxiété et la dépression, avec un nombre total de 130 participants. Et comme résultat, les chercheurs ont eu que les effets antidépresseurs et anxiolytiques, il y avait des effets antidépresseurs et anxiolytiques significatifs qui ont duré plusieurs mois, mais aussi des effets indésirables. Et ça, ces effets indésirables, ils étaient plutôt transitoires, comme l'anxiété, les maux de tête, à court terme, les nausées, l'élévation du flux sanguin. Néanmoins, bon, si on comprend l'idée que la dépression et l'anxiété sont des problèmes qui durent longtemps, et ça arrive à avoir des effets antidépresseurs et anxiolytiques, c'est déjà quelque chose de très bien, même s'il y a des effets collatéraux, bilatéraux, collatéraux. Ouais, ou indésirables. Indésirables. Merci. Aussi, quand on parle de LSD, on a des effets antidépresseurs et anxiolytiques. Anxiolytiques, c'est-à-dire que c'est l'anxiété, contre l'anxiété. Et ces mécanismes, ils ne sont pas toujours compris. On a quelques idées de comment ça fonctionne, on comprend quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de ça. Comme je vous ai dit, le LSD est un agoniste partiel de sérotonine, donc 5-HT2A, le récepteur. Et la sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans l'inhibition de l'amygdale. Et aussi, on connaît le fait que l'amygdale, qui est une partie du cerveau, elle est liée, l'hyperactivation de l'amygdale est liée à des symptômes dépressifs. C'est-à-dire que quand on est dépressif, l'amygdale elle est extrêmement activée. Et donc, tout ça pour dire que l'inhibition de l'amygdale induite par le LSD réduirait les symptômes dépressifs. Ça va? Ouais. Cool. Je pense que c'est... Ouais. Est-ce que ça s'est montré genre absolument ou c'est plutôt des hypothèses? Ce sont des hypothèses et il y a des travaux sur ça. J'ai cité quelques-uns ici. Donc, par exemple, de Fischer et collaborateurs en 2009, il montre ce que je viens de dire, parce que la sérotonine elle arrive à inhiber l'amygdale via le cortex préfrontal médial. C'est écrit là. Et l'hypothèse, elle est plutôt théorique. Parce que si on sait qu'il y a une superactivation de l'amygdale et que le LSD il arrive à réduire ça, alors c'est un syllogisme. On arrive à comprendre logiquement que ça fonctionnerait de cette manière. Ouais. Mais en tout cas, avec les MDMA, ça a été montré. Moi, j'ai entendu ça aussi au niveau théorique avec le LSD, mais je ne sais pas s'il l'a montré. Mais en tout cas, avec la MDMA, c'est assez sûr parce qu'ils disent que c'est une des raisons pour lesquelles ils utilisent ça pour traiter les troubles post-traumatiques, c'est qu'ils peuvent discuter avec les patients de ces événements qui, en général, activent beaucoup l'amygdale et puis le système limbique, donc qui ramènent en fait des émotions très fortes, puis qui parfois empêchent de parler de tout ça. Et puis là, le fait de prendre la MDMA qui, entre autres, va avoir plein d'autres effets, mais qui va réduire l'activation de cette amygdale, ça fait que le patient va pouvoir parler de cet événement, en discuter sans être autant affecté, disons. Et ensuite, la mémoire, en fait, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, elle transforme un peu le souvenir qu'on a quand on finit d'en parler. Et du coup, ça permet d'avoir en fait de former un peu une nouvelle mémoire qui est un peu biaisée avec une réaction de l'amygdale qui est moins forte. Et en tout cas, moi j'ai compris qu'ils utilisaient beaucoup les MDMA par rapport à ça. Après, à voir si le LSD est aussi utile dans ce genre de cas, quoi. J'ai pas vu si j'en utilisais le LSD pour traiter les PTSD, mais si en tout cas il y a aussi cette réduction de l'amygdale qui s'avère présente, ça pourrait être aussi super utile. Oui. Je pense que ça se fait un peu moins parce que le LSD ou psilocybine, ça amplifie quand même en général tes émotions. Ouais. Donc parfois si tu as un traumatisme et tu repenses à ça, ça va pas être une très bonne sensation. Il y a une autre chose aussi, c'est que
genre, c'est rapporté qu'autant le LSD que la psilocybine, ils vont modifier la façon qu'on perçoit les choses et qu'on voit les choses. Et donc, dans le cas de MDMA, pour le stress post-traumatique, on doit se rappeler de l'événement qui était traumatique. Ouais. Et donc, comment on ferait ça sur l'effet de LSD, tu sais, qui est un peu aléatoire. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est aussi intéressant de remarquer, j'ai pas mis là sur les diapos, mais quand on utilise les psychédéliques, notamment ces deux-là, genre le LSD et la psilocybine, pour le traitement de dépression, ils arrivent à... ils ont un effet significatif sur la neuroplasticité et donc sur la connectivité synaptique dans le cerveau. Et comme on a des récepteurs sérotoninergiques dans tout le cerveau, il y a de nouvelles connexions et ça renforce des connexions, ça fait des connexions qui n'étaient pas là avant. Et il y a une hypothèse sur ça, sur cette idée, que la personne qui prend de LSD pour ce traitement, elle arrive à avoir des idées qui sont moins négatives ou alors, je sais pas, avoir des sorties pour leurs problèmes. Et voilà, ça c'est aussi une des théories sur comment les psychédéliques seraient efficaces pour combattre ça. Parce que normalement, une personne qui est dépressive, elle n'a pas beaucoup d'espoir, elle n'a pas beaucoup de... Oui, elle ne pense pas que ça va se résoudre, elle a un avis négatif sur elle-même, sur les autres et sur l'avenir. Et donc, les psychédéliques, ils ramènent quelque chose de nouveau, je sais pas. Ouais, bon après ça fait aussi référence à la théorie sur l'entropie cérébrale. Donc, entropie, je sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. Ouais. Je crois que là-bas, ils disent ça Le chaos. Ouais, en thermodynamique, puis ça veut dire c'est une grandeur physique qui caractérise le degré de désorganisation d'un système. Puis au niveau du cerveau, c'est plus ou moins ça. C'est à quel point c'est imprédictible et à quel point il y a des connexions qui n'étaient pas là avant. Et puis, comme tu dis, dans la dépression, mais aussi dans d'autres troubles qui ont tous caractérisé par une faible entropie cérébrale, donc les addictions ou les troubles obsessionnels compulsifs, etc. Ils ont beaucoup de pensées qui sont assez répétitives. Si on simplifie un max, par exemple la dépression, c'est je me lève, la vie c'est nul, il n'y a pas d'avenir, je vais me coucher, puis c'est un peu la même chose. Alors justement, quand on prend du LSD ou de la psilocybine, ça fait une sorte de bombe à nouvelles idées, il y a plein de connexions nouvelles dans le cerveau, et puis ça permet de sortir un peu du cycle, de cercle vicieux, et puis de son entonnoir pour voir en fait d'autres choses, en couleur notamment, et puis voir d'autres idées, quoi. Oui. Voilà. Aussi, les psychédéliques conduisent des expériences spirituelles. Donc, c'est quoi une expérience spirituelle? Ça, c'est très personnel, ça, c'est très subjectif. Mais il y a des recherches sur ça, et que les expériences spirituelles, elles sont propices pour leur potentiel thérapeutique. Parce qu'en fait, on s'en fout un peu de ce qu'on considère spirituel, parce que si le patient considère spirituel, ça peut l'engager dans quelque chose de nouveau déjà. Et ça crée une fenêtre d'opportunité, comme je vous ai dit avant, où les pensées négatives, inadaptées et les comportements malsains liés à la dépression peuvent être changés dans un contexte de psychothérapie. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des expériences mystiques souvent. Oui. Puis juste pour donner quelques exemples, peut-être que les gens puissent se représenter un petit peu ce que c'est. Je sais pas, je dirais les principales, c'est peut-être cette sensation de connexion avec l'univers, des choses comme ça, un peu de sortir de soi-même, de dissolution de l'ego, oublier un peu sa personnalité, se sentir un peu connecté avec tout le monde, ressentir un peu l'amour de la planète, surtout sous MDMA. C'est un peu des expériences comme ça, assez spirituelles, justement, c'est un mot qui le décrit assez bien. C'est des choses un peu hors du commun qui te donnent une sensation de grandeur que tu n'as pas d'habitude, je ne sais pas trop comment le dire. Et à part ça, nous avons des évidences que les psychédéliques augmentent le niveau d'empathie et de compassion. Et ça, c'est lié à ce que tu viens de dire. Bon, je connais quelques personnes qui prennent ce genre de choses. Et vraiment, ils sont vraiment comme ça. Après. Bon, puis aussi, c'est aussi Griffith qui a fait une étude, alors je ne sais pas si c'est la même ou dans une autre. Et je ne sais pas non plus si c'est sur des patients justement dépressifs ou autres, ou sur des tests sur des participants sains. Mais aussi où il disait que c'était assez impressionnant parce que, je ne me souviens plus des données exactes, mais à plus ou moins entre 70 et 90% des patients qui avaient pris c'était une dose de psilocybine relativement élevée quand même, donc l'équivalent de 5 grammes de champignons,
Et il disait que ça venait, c'est 70-90% de participants disaient que c'était parmi les 5 ou les 3 expériences les plus fortes de leur vie. Donc Oui. parfois comparable au mariage, à la naissance d'un enfant, des choses comme ça. Donc c'est pas rien, quoi. Tu vas là-dedans et puis waouh, c'est un des trucs les plus forts de ta vie. Et puis certains disaient aussi, même ceux qui ont vécu un bad trip pendant l'expérience, car parfois ça peut être limite la pire expérience de leur vie sur le moment, mais qu'après coup ça les a fait ils ont fait face à par exemple à des choses qu'ils avaient en déni, ou bien des choses qu'ils rejetaient puis auxquelles ils ne voulaient pas faire face, et puis qui trouvaient ça extrêmement bénéfique après coup, quoi. Cette étude, elle est très bien. Ouais, c'est impressionnant tout ce qu'il a fait, Griffith. Oui, et bon, on peut parler un peu des bad trips et comment elles peuvent guérir alors, et comment elles peuvent être intéressantes à ce niveau aussi. Genre, bien sûr qu'on n'a pas beaucoup d'évidence scientifique, mais au niveau de la thérapie, et surtout la thérapie assistée par psychédélique, on sait que, bon, c'est pas l'intention d'avoir des bad trips, mais ça arrive des fois. Et les bad trips, elles peuvent nous amener des informations intéressantes qui, des fois, on n'était pas conscient avant, et genre ça met sur la lumière, quoi. Ça se dit? Ouais. Oui, sur la lumière. Et et donc on arrive à avoir conscience de ces choses et à travailler là. Donc c'est pas facile, bien sûr, il faut faire face à ces démons, quoi, mais c'est important et des fois ça nous aide, ça aide les patients. Puis le plus important au final, c'est l'intégration du coup de ce bad trip. Oui. C'est vraiment tirer des conclusions de ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Exactement. Oui, c'est pas la bad trip en soi, mais c'est ce qu'elle peut nous apprendre. Ouais, parce que sinon on peut juste considérer ça comme une mauvaise expérience, puis au bout de quelques jours se dire bon, j'ai vécu ça parce que j'étais complètement drogué, mais je vais laisser ça derrière moi et continuer ma vie tranquillement. Puis dans ce cas-là, on n'aura rien appris, on va tirer aucune leçon de vie. Donc, oui. Oui, mais normalement aussi, comme Pablo a dit, les bad trips sont des expériences très, très impactantes, très puissantes. Et normalement, c'est compliqué à laisser de côté. Ouais. Et de ne plus y penser. Donc, bien sûr, tu as raison. L'important, c'est de penser de manière positive et pas négative. Oui. Juste en se disant, j'ai vécu ça, ça a ruiné ma vie, ou je sais pas, ça pourrait te tirer un peu vers le bas aussi, peut-être. Et c'est pour ça que c'est important je sais pas, si on va utiliser ces drogues, d'utiliser dans un contexte de psychothérapie. Parce que la psychothérapie assistée par psychédélique, elle a des étapes. Elle a une étape avant l'utilisation des drogues, pendant l'utilisation des drogues, qui sera, genre la personne, elle sera dans un bon setting et dans un bon set. C'est quoi ça? Le setting, c'est l'environnement, il est spécial pour avoir un trip tranquille, aussi avec des médecins et des psychologues. Le set, c'est comment on se sent, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, si on est dans un bon mood pour avoir ces tripes. Et aussi, c'est la bonne quantité de drogue. C'est une drogue qui vient des laboratoires de pharmacie. Et donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une drogue qu'on a pris des dealers et tout. Mais, j'ai fouillé un peu de ce que j'étais en train de dire. Mais il y a aussi l'intégration. Donc, il y a une partie avant l'utilisation des drogues, une partie, genre, je sais pas, on va dire, il y a plusieurs séances avant l'utilisation des drogues. Et après, il y a 1 ou 2 séances avec la drogue. Et après, genre 2 ou 3 séances sans la drogue, mais pour l'intégration, pour en discuter. Et ça fait partie de la guérison. Et c'est pas la même chose que prendre des psychédéliques n'importe où, chez soi, dans les fêtes. Non, c'est pas ça. Donc on continue. Yes, continuons. On est parti un peu trop loin là. Oui, pardon. J'étais un peu inspiré. Allez, c'est bien. Donc, pour la suite, on parle de psilocybine et ayahuasca. Et bon, on a vu que des chercheurs ont trouvé que ces 2 substances, elles diminuent la connectivité avec le réseau DMN, qui c'est le Default Mode Network. Et c'est quoi ça? Basiquement, c'est un réseau dans le cerveau qui est activé normalement quand on est en train de daydreaming. Ouais, de rêvasser, qu'on est dans nos pensées, quand on est dans notre monde, quoi. Quand on est en train de rêver, mais de jour. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc quand on est en train de, je sais pas, on pense à des choses... On est dans notre imagination, quoi. Oui, ouais. Je sais pas comment décrire ça, très bien.
Et bon, donc ces substances, elles arrivent à diminuer ça. Et on sait aussi qu'autant l'anxiété que la dépression hyperactivent le réseau DMN. De la même façon que ça hyperactive l'amygdale, elles hyperactivent le réseau DMN. Et donc, la diminution d'activation du réseau DMN, qui arrive grâce à la psilocybine et à ayahuasca, est censée diminuer l'anxiété et la dépression. Mais ce sont que des hypothèses. Aussi, une autre chose très intéressante, c'est qu'une étude avec des participants sains a montré des améliorations de bien-être et d'optimisme chez les participants qui ont pris ces deux substances. Donc maintenant, c'était des participants sains et ils se sentaient mieux, quoi. Bien-être et optimisme. Ok. Maintenant, on va parler de notre hypothèse, la modulation glutamatergique, qui est induite par la sérotonine liée au récepteur 5-HT2A. Donc, c'est le récepteur 2A de sérotonine, 5-HT. Et donc, une élévation de la concentration corticale de glutamate stimule indirectement l'expression de facteurs neurotrophiques issus du cerveau, qui c'est le BDNF, qui est associé avec l'augmentation de neurogénèse et de neuroplasticité. Ok, donc c'est quoi tout ça? Le BDNF, c'est une protéine impliquée dans la survie des neurones. On va résumer de cette manière. La neurogénèse, c'est la formation de nouveaux neurones. Et la neuroplasticité est la formation de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre les neurones dans le cerveau. Et on sait aussi que la dépression est liée à la déficience de neurogénèse et d'activité neurotrophique. Et donc, la déficience des actions de ce genre de protéines impliquées dans la survie. Voilà, donc activation neurotrophique, protéines importantes pour le fonctionnement du cerveau. Alors, tout ça pour dire que la normalisation de BDNF peut avoir des effets thérapeutiques. Et il y a une recherche sur ça. C'était là. Ça va? Oui. On continue. Ici, il y a une étude très intéressante faite en 2021 où ils ont comparé la psilocybine versus escitalopram, qui c'est un SSRI, qui c'est un médicament pour la dépression. Un médicament, je sais pas, normal, standard. L'étude, elle a été faite en double aveugle et comme résultat, ils ont trouvé que la psilocybine, elle a des effets plus forts, genre plus significatifs que l'escitalopram, mais pas énormément, et donc il manque plusieurs études, il manque de recherches. Mais ici, on a quelques informations sur l'image. Donc, la quantité qu'on a pris, le temps, et aussi, ils ont pris ça associé au placebo. Mais bon, ça devient un peu scientifique si on va dans les détails, je pense que c'est pas nécessaire. Mais c'est une étude intéressante, faite par Carhart Harris. Voilà. Il y avait à la conférence ALPS la dernière année, je me rappelle, il y avait une présentation du laboratoire de Liechti où ils faisaient des études où, tu vois, en général, quand ils donnent des psychédéliques aux patients, ils essaient d'éviter de prendre d'autres médications, donc ils arrêtent les traitements antidépresseurs, etc. Et là, ils avaient fait des tests pour voir qu'est-ce qui se passait si on continuait ces traitements antidépresseurs en même temps que les psychédéliques. Et il y avait des résultats assez intéressants, comme quoi on pensait que ça diminuerait complètement peut-être l'effet des psychédéliques, vu que ça agit un peu sur les mêmes récepteurs. Mais en fait, d'après les données qu'ils avaient obtenues, je ne sais pas s'ils ont déjà publié ça ou pas, et voilà, faut pas trop... faut pas me faire confiance à 100% là-dessus, parce que c'est pas encore publié, et je pense qu'il y a encore des analyses et tout à faire. Mais apparemment, la prise d'antidépresseurs en même temps que les psychédéliques diminuait principalement les effets négatifs des psychédéliques, donc surtout l'anxiété et les bad trips. Oh, ça, et c'est les assez effets intéressant. psychédéliques continuaient d'être là et les traitements se passaient aussi assez bien, donc apparemment ça pourrait être assez intéressant de potentiellement continuer des traitements comme ça. Il y avait juste avec la MDMA, je me rappelle, où là ça a diminué complètement les effets de la MDMA, donc ça ne servait plus à rien de prendre la substance. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant de faire plus d'études là-dessus. Et apparemment, ça pourrait avoir des effets plutôt bénéfiques si on continue un traitement antidépresseur en même temps qu'une thérapie psychédélique. Une
pistes de plus à l'explorer du coup. Yes. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Hmm. Je pense que, oui, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à ce genre de fait. Ouais, c'est super cool. Oui, parce que comme tu as dit, plus logiquement, on peut penser qu'on va réduire l'autre, quoi. Mais non, il y a des effets complémentaires. Bon, puis surtout qu'ils n'ont pas des mécanismes d'action. Enfin, c'est pas exactement les mêmes. C'est aussi quelque chose, une des raisons pour laquelle les psychédéliques c'est assez différent pour traiter la dépression, parce que les médicaments principaux, c'est quoi? C'est les SSRI, les antidépresseurs tricycliques. Puis ça, en général, c'est des drogues qui inhibent la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline, enfin de certains neurotransmetteurs. Donc en gros, c'est un mécanisme d'action qui est un peu indirect. Donc je ne sais pas si tout le monde est au clair avec comment une synapse fonctionne. En gros, il y a un neurone, on va dire le neurone 1 et le neurone 2, et entre les deux, il y a une synapse. Le neurone 1 va libérer les neurotransmetteurs qui vont se mettre sur les récepteurs du neurone 2, et ensuite ces neurotransmetteurs, eux, ils vont ressortir, et puis il y a des enzymes qui vont justement les recapturer et puis les recycler, quoi. Et du coup, avec les SSRI ou bien avec les autres, simplement, quand il y a moins d'enzymes qui recapturent, les neurotransmetteurs restent là pendant plus longtemps. Mais quand on prend un psychédélique comme du LSD, c'est littéralement, on va directement sur le récepteur, en fait. Le LSD va prendre la forme de la sérotonine et il va aller activer directement le récepteur, ce qui va donner des effets un peu différents. Et du coup, c'est une des raisons de plus pour laquelle le traitement avec les psychédéliques est différent des autres médications classiques, quoi. Oui. Et puis du coup, les effets complémentaires, c'est aussi une des choses à aller voir. Soit complémentaire en différentes drogues ou avec la psychothérapie. Ouais. Donc, Oui, imagine s'il y a une potentialisation entre des microdoses, vu qu'on en parle tout le temps, et bon, on va pas trop développer là-dessus. Imagine tu fais des médicaments antidépresseurs comme les SSRI mélangés avec des microdoses de LSD en même temps, puis tu prends ça genre tous les jours et peut-être ça améliore ton traitement. Ça peut être aussi un truc une chose de plus à rechercher. Explorer, ouais. Pas tous les jours, hein. Mais genre une fois à chaque 3 jours. C'est des microdoses. Oui, je sais pas. Faut voir à quel point. Ouais, bon. Mais oui. Mais ça qui est intéressant, c'est que ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'ils ont recommencé la recherche, mais vraiment avec des petits échantillons, etc. Il y en a déjà des évidences très fortes qui vont dans la direction que les psychédéliques peuvent aider la dépression et puis d'autres psychopathologies. Et puis là, juste en discutant 5 minutes, on voit qu'il y a encore plein de choses à explorer. Du coup, je pense vraiment que ça va exploser dans ces 5-10 prochaines années et puis que ça va venir sur le marché relativement rapidement, quoi. Ouais. Ok. Donc, on va continuer. Maintenant, on parle des effets thérapeutiques des drogues psychédéliques et on compare avec les effets de SSRIs, d'une façon résumée. Juste comme quelqu'un dit dans le chat, n'essayez pas ça chez vous. Ah. C'est un bon conseil, n'essayez pas de mélanger des substances et tout. Oui. C'est vrai. Puis on rappelle. Ouais. Donc, oui, ça c'est genre, il faut juste toujours clarifier le conseil d'un médecin. Oui. Et il n'y a pas beaucoup de recherches sur ça encore. Peut-être que ça sera publié bientôt, mais même si c'est publié, c'est pas suffisant. C'est une recherche. Ok. Donc, maintenant, on va en parler un peu des effets de SSRI et des psychédéliques et comment ils arrivent plus ou moins au même endroit. Donc, les SSRIs, ils vont activer les récepteurs 1A de sérotonine. Et en faisant ça, ils vont diminuer la réponse limbique, donc des émotions, de stress, impulsivité, agression et anxiété. Ça augmente la résilience et l'apathie. Donc ça, c'est très important de remarquer que ça, c'est une différence très claire. Ça augmente l'apathie, quoi. Et de cette manière, ça va diminuer la dépression et ça va augmenter le bien-être. Les psychédéliques, par contre, la plupart des psychédéliques vont agir sur le récepteur 2A de sérotonine, en augmentant l'entropie, donc le chaos cortical, genre l'entropie comme Pablo a mentionné tout à l'heure. Et ça va diminuer la pensée rigide. Ça augmente la sensibilité à l'environnement, ça augmente la libération des émotions, et grâce à ça, ça va arriver au même endroit, moins de dépression et plus de bien-être. Et ça, c'était des informations trouvées dans l'étude du même chercheur cité avant,
mais qui a été faite en 2017. Il fait tout, ce mec. Il fait beaucoup Ouais, de... c'est vraiment un des tout grands. Puis en plus, il est jeune, là. Je crois qu'il est. Je pense qu'il a déjà fait 40 ans. Mais au niveau de la recherche, il reste tout jeune. Et puis, je crois qu'il est à Londres. Mais à chaque fois que je cherche des trucs, je tombe sur Carl Harris. Moi C'est aussi. impressionnant. Il est toujours entre les premiers. Ouais. C'est vraiment un passionné des psychédéliques. Et juste par rapport à la phrase, tu as dit augmente la résilience et l'apathie. Je pense que augmente la résilience, mais diminue l'apathie. Parce que l'apathie, c'est le manque de plaisir. Non, ça augmente l'apathie. Ça augmente l'apathie. Oui. Ah ouais. Les SSRIs. Yeah. Donc Ouais. ça, c'est un des effets secondaires des SSRI, du coup. Oui, normalement, Ok. genre une personne qui prend des antidépressifs, on voit que parfois elle se sent un peu inhibée émotionnellement, Mhm. très apathique. Ok, ouais. Tu sais, tu vois. Donc ça améliore certains symptômes, mais pas l'apathie, quoi. Oui, ça c'est un Ok. effet indésirable Ok. des SSRIs. Ok. Ouais, Donc- j'ai souvent entendu des personnes qui disent qu'en prenant des SSRIs, ils se sentent un peu moins eux-mêmes, Mhm. comme s'ils perdaient un peu une partie de leur Mhm. personnalité ou quelque chose. Ils se sentent un Ouais. peu atténués, quoi. Ok. Oui, et donc ça, c'est pour ça que c'est très différent. Les psychédéliques, c'est le contraire de ça. Mhm. Tu sais. Ouais. Donc C'est clair. l'effet, c'est totalement contraire. Mais c'est intéressant de remarquer. Ok. Maintenant, on va parler un peu de l'ayahuasca. Ayahuasca est un thé fait avec de différentes substances. Une de ces substances, c'est le DMT, et la deuxième substance, elle va permettre que le DMT s'active dans le corps, basiquement. Et le DMT, c'est la substance psychédélique. C'est pas l'ayahuasca, mais le DMT. Et donc, les études faites avec des participants sains et des animaux montrent des effets antidépresseurs et anxiolytiques du DMT aussi. Et des études longitudinales faites avec des participants des rituels d'ayahuasca ont montré que cette substance est associée avec la réduction des problèmes psychologiques. Donc, encore d'évidence pour ce genre de choses. On peut avancer. Voilà, merci beaucoup. Donc, on parle un petit peu de la kétamine. Et je pense que c'est très intéressant. J'ai pas mis le MDMA ici dans les slides, dans les diapos, parce que normalement on utilise plutôt la MDMA pour le PTSD. Mais bon, la kétamine a des évidences très claires sur la dépression. Et aux États-Unis, là, je pense que c'est déjà légal, non? Ou c'est presque légal pour ce genre de thérapie. Je suis presque sûr que c'est presque légal. Ils sont en train de travailler sur ça dans quelques États. Et quel est le truc de la kétamine? D'abord, la kétamine, il y a des débats s'il s'agit d'un psychédélique ou pas. Mais normalement, si on va dedans, spécifiquement, c'est pas vraiment un psychédélique. Il s'agit plutôt d'une substance, d'un anesthésique, et aussi d'un anesthésique qui est, j'ai oublié le terme, il est un peu dissociatif. Voilà. Apparemment, il y a quelqu'un qui dit qu'en Suisse, il y a un médicament enregistré qui contient de la kétamine Ah oui. sous forme de spray nasal. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Je me souviens plus où, mais c'est vrai que j'ai vu ça. Il y a une étude, enfin je sais pas si c'est une étude, mais en tout cas il y a un diagramme qui montre en fait toutes les... maintenant il y a comme plusieurs entreprises pharmaceutiques savent que les psychédéliques ont un potentiel. Elles sont en train d'essayer de créer des molécules chimiques qui sont des copies du LSD ou des copies de la psilocybine, enfin des dérivés quoi, qui sont extrêmement proches, et puis qui doivent faire passer plusieurs stages avant qu'ils puissent être activés. Je crois qu'il y a 4 stages. Et du coup, parmi ceux-ci, du coup, il y a plein de trucs différents, dont la kétamine. Et la kétamine, c'est une des premières qui a été officiellement acceptée, qui a eu un label, quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas de la kétamine pure, c'est du coup une copie un peu bizarre, à peine différente. Mais ouais, ce serait bien que je retrouve ça aussi, parce que je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Ça, toujours en Suisse. Ouais. Ça tombe bien parce que j'ai un peu le nez bouché, donc je vais aller m'acheter un spray nasal, je vais bien. Voilà. Et donc, ah oui, j'ai rappelé ce que je voulais dire. Je me souviens. En fait, il s'agissait de la légalisation aux États-Unis. Il me semble que la kétamine, elle était déjà légale, et c'était l'année passée ou cette année qu'ils étaient en train de légaliser le MDMA pour ce genre de thérapie aussi. Et donc, mais il faut chercher. Genre, je sais pas exactement les données, j'ai pas là.
je les ai pas là. Donc, Mais dans tous les cas, ça se fait de plus en plus, en tout cas. oui. C'est De plus en plus, accepté. exactement. Et ça devient moins tabou, et ça, c'est peut-être la partie la plus importante. Ouais, que les gens ils sachent que c'est une possibilité et que c'est pas un truc super dangereux comme ils peuvent le croire. Bon, il y a des tabous partout, hein. Donc Ouais. peut-être en Suisse un peu moins qu'en général, mais dans d'autres pays, genre, je sais pas, au Brésil, par exemple, c'est d'où je viens, c'est mal connoté. Ouais. Ok. Donc la kétamine a des effets très rapides comparés aux antidépresseurs classiques. Donc on a vu au début de la présentation que les antidépresseurs classiques, ils prennent en général 1 semaine, 2 semaines pour commencer à avoir des effets. Et la kétamine, elle marche pas comme ça. En fait, les effets antidépresseurs, ils commencent après 1 heure et on leur pique après 24 heures. Et pour la plupart des patients, c'est 24 heures, mais il y a d'autres patients que ça dure jusqu'à 72 heures pour le reste. Genre le pic. Non, pardon. Donc, le pic est à 24 heures pour la plupart et à 72 heures pour le reste. Et les effets ont duré 2 semaines pour la plupart des patients et une minorité a eu les effets pour plusieurs semaines. Donc des effets antidépresseurs. Et ça aide contre la dépression et aussi contre la dépression et bipolarité ensemble. Ça, c'est intéressant. Parce que normalement, bon, je sais pas si les psychédéliques sont conseillés pour les bipolaires, je pense pas. Mais dans ce cas-là, ça va bien. Parce qu'il y a beaucoup de... Genre, ça arrive... Ça va? Pardon. Ça arrive que des personnes bipolaires aient des psychoses, des choses comme ça. Ok. Ouais, si jamais quelqu'un est dans le chat, c'est bien le nose nasal, c'est le Spravato. Donc, il s'appelle aussi S-kétamine. Vraiment, c'est un type de kétamine à peine différente de la kétamine en guillemets classique. Mais c'est pas la S-kétamine justement qui est la kétamine qui fait vraiment effet. Parce que t'as l'autre, je sais plus, c'est l'énantiomère si je me trompe pas, qui est C'est R-kétamine possible. et qui marche pas aussi bien que la S-kétamine justement. Là, je vois juste l'eskétamine commercialisée en France sous les marques Escavia ou Spravato. Est un médicament utilisé comme anesthésique générale pour la dépression, etc. Donc, en tout cas, ça c'est un des premiers psychédéliques, même si la kétamine ne remplit pas les critères pour un psychédélique classique, qui a été légalisé. Oui. Et donc, dans cette expérience, ça a été fait d'une façon, je sais pas comment on dit ça, Intraveineuse, ouais. Oui, merci, d'une façon intraveineuse. Et c'était une dose singulaire et subanesthésique. Et comme des limites, on a eu, genre, bon, les effets fonctionnent, mais ils sont très rapides. Et, genre, ça, ils marchent très rapidement, mais la durée est aussi rapide. Voilà. Et on a aussi eu des effets indésirables, tels que l'augmentation de pression sanguine, le rythme cardiaque qui a augmenté, et des altérations de respiration. Aussi, on sait que la kétamine, elle augmente la neuroplasticité de la même façon que les psychédéliques, genre les autres psychédéliques. Et quand des gens sont trop stressés pendant longtemps, ils arrivent à perdre leur connexion synaptique. Et donc, la kétamine arrive à changer le sens de ses effets, et cela aide à régénérer les connexions neuronales, avec des doses subanesthésiques. C'est ce qu'ils ont trouvé dans la méta-analyse que je citais avant. Maintenant, on va parler un peu de microdosing, mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur ça. On a quelques recherches, peut-être Pablo, tu connais quelque chose sur ça? Peu. Relativement peu. Je sais qu'ils sont en train de faire différentes expériences, que c'était du microdosing. En tout cas, pour les LSD, les doses, je crois que ça va de 10 à 20 microgrammes, donc 5 à 10 fois moins qu'une dose classique, qui est à 100. Ou si on met la dose classique à 200, c'est encore moins, mais je trouve que 200, ça me l'air vraiment beaucoup pour une dose classique. Donc c'est des doses relativement faibles et qui ne sont pas forcément perceptibles consciemment. Je crois qu'en général, les gens disent que quand ils ont testé, il y a eu des études où ils ont testé un peu où ils sont montés, je crois, jusqu'à 40 ou 50 microgrammes pour voir ce que ça donnait.
Et à partir de 25-30, là, les gens sentent, mais à 20, c'est pas vraiment de perception consciente, quoi. Je pense aussi que c'est important de citer, quand on parle des microdoses, la microdose n'est pas la même chose qu'une mini-dose. Ouais. Une mini-dose, c'est une petite dose qui est toujours perceptive par l'organisme. Et la microdose, elle n'est pas perceptive. Enfin, elle est perçue, elle a un effet, Elle est mais pas elle n'est pas perçue, perçue oui. consciemment, c'est ça. Oui, exactement. C'est pas censé influencer la façon dont on se comporte et puis dont on se sent durant la journée. C'est ça la différence. Moi, de ce que j'ai vu un peu dans les études, il y en a quelques-unes qui ont été faites où ils disent que parfois il n'y a pas d'effet comparé à un placebo. Et après, j'avais vu quelqu'un qui parlait aussi, toujours à cette conférence ALPS, qui disait qu'il y a beaucoup d'études qui manquent de bonne méthodologie en fait, parce que souvent ces microdoses, justement, vu que c'est un truc un peu variable, ça peut aller entre 10 20 microgrammes pour le LSD. Ça devrait être des doses beaucoup plus adaptées à chaque patient, parce que, je sais pas, il y a une personne peut-être avec 10 microgrammes, ça lui suffit pour avoir un effet différent d'un placebo. Ah oui. Quelqu'un d'autre, il lui faudrait peut-être 20 microgrammes pour sentir vraiment quelque chose. De la sensibilité de Ok. l'organisme. Ouais. Oui, tu as raison. Donc il y a beaucoup de choses à adapter encore dans ce genre d'études. Et ouais. Et puis, moi j'avais eu une présentation là-dessus quand j'étais en échange aux Pays-Bas. Et puis une des conclusions aussi qui était venue, c'est qu'il n'y avait pas de grands effets principaux, mais qu'il y avait des effets justement physiologiques. Donc parfois avec ces microdoses qui est de 10 à 20, les personnes ne remplissaient pas par exemple sur un questionnaire, je ne sais pas si c'était ça la façon d'évaluer, mais si c'était un auto-report, quelque chose comme ça sur un questionnaire, on ne voyait pas forcément une grande différence significative, mais je crois qu'ils avaient mesuré ce dont on avait parlé avant, les mesures de BDNF par exemple, qui étaient plus grandes, donc qui pouvaient... donc en tout cas c'était relativement prometteur, qui disait que voilà, de nouveau ces études avec 20 ou 25 patients, c'est le limite pour qu'elles soient publiées, mais ce serait plus intéressant dans les études avec 50 ou 100 patients, et puis des microdoses qui durent peut-être plus longtemps. Donc c'est aussi un domaine qui a besoin d'encore plus de recherche que d'autres domaines au niveau des psychédéliques. Oui. Puis par rapport à toutes les idées que tu as données avant de comment les psychédéliques peuvent agir sur je sais pas, la transmission glutamatergique, la neurotransmission, plein de choses, des microdoses pourraient avoir du sens dans ce cas-là. Ce ne seraient pas des effets vraiment énormes de manière psychologique qui te feraient penser à quelque chose ou travailler, mais physiologique. Il pourrait y avoir une petite différence. Puis ça, c'est aussi au niveau des recherches scientifiques. Donc, après, si on va traîner sur YouTube et puis qu'on met psychedelic microdosing, il y a beaucoup de personnes qui disent être plus créatives ou se sentir mieux, etc. Là-dessus. Donc, nous, on préfère voir tout ce qui est scientifique, évidemment. Ça pourrait être, les gens qui racontent ça sur YouTube, ça pourrait être juste un effet placebo. Mais en tout cas, il y a quand même pas seulement de personnes qui vont dans cette direction-là. Donc, à voir avec les prochaines études dans les prochaines années. Oui. Ouais. C'est dommage, je pense qu'on avait fait un épisode entier sur les microdoses ici avec Cyril, et on a oublié de l'enregistrer. Donc on ne peut plus le retrouver. C'est dommage. Mais peut-être qu'on va refaire un jour. Voilà. C'est une bonne idée. Ouais. Bon, donc comme on a parlé, une microdose, c'est une petite dose d'une substance psychédélique qui elle n'arrive pas à atteindre le seuil de perception. Et les adeptes souvent rapportent avoir des effets positifs sur leur humeur, créativité ou soulagement des troubles psychologiques. Mais ce n'est pas très scientifique, comme mes collègues ont dit. La plupart des recherches qui ont été faites ont des petits échantillons et des résultats qui se contredisent concernant son efficacité. Et l'effet placebo est aussi une possible explication des effets rapportés. Donc il manque de recherche, il faut faire plus. Donc en général, il faut faire plus de recherches sur tous les psychédéliques, mais encore plus pour la microdosage. Oui. Le microdosage. Le Je microdosage, pense que ça se dit ouais. aussi. Ok. Merci. Donc, tu veux parler un peu de la psychothérapie assistée à la cause? Ouais, si tu veux, je peux m'occuper de ça. Parce que Bruno, il a volé mes slides. Je rigole. C'est une présentation qu'on avait fait ensemble au dernier événement de HARP. Donc, juste pour mentionner l'utilisation des psychédéliques en psychothérapie assistée. Donc, qu'est-ce qui rend ces thérapies efficaces et comment est-ce qu'on fait attention à ce que tout se passe bien? On peut notamment s'inspirer du système qui est utilisé au HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève.
où ce service de psychothérapie assistée existe déjà. Et donc les indications pour faire venir des patients à ce genre de thérapie, c'est en général d'avoir de la dépression, de l'anxiété ou une addiction, en général le tabac ou alcool. Et comme on a mentionné avant aussi, souvent c'est des cas assez sévères qui n'ont pas réussi à être traités par d'autres traitements de base. Et l'important de ces thérapies, c'est que dans le déroulement, Bruno il l'a mentionné un petit peu avant, il y a déjà donc, cette indication, donc on a une dépression qui n'est pas traitable par d'autres traitements. Le médecin va faire un rapport à l'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, c'est juste, pour demander une autorisation de faire ce genre de thérapie avec les substances psychédéliques. En général, c'est un truc, ça demande un peu des papiers, mais c'est pas si difficile de réussir à avoir l'autorisation. Après, il y a des séances préparatoires, donc on fait venir le patient à l'hôpital, on discute avec lui, il rencontre toute l'équipe professionnelle qui va s'occuper de lui. Et après ces séances préparatoires, donc le patient il est prêt pour ce qui va venir par la suite. Il y a la séance d'administration, où il va prendre par exemple du LSD ou de la psilocybine. Il va rester dans un endroit spécifique, il y aura toujours quelqu'un avec lui. Et il va vivre son trip, bien sûr. Puis à la fin, il y a un petit moment d'intégration et surtout quelques jours de repos et ensuite encore une séance d'intégration où le patient il va revenir et il va vraiment essayer de repenser à tout ce qu'il a vécu, les choses qu'il a perçues et comment changer ça, toujours assisté par un thérapeute. Donc. Et après, il peut y avoir des séances de consolidation. Donc, soit on refait de nouvelles séances en reprenant la substance, soit c'est juste des séances de nouveau un peu d'intégration pour continuer à discuter. Parce que le plus important, c'est toujours d'avoir un suivi thérapeutique après ce genre de séance. D'autres choses qui concernent le safer use donc en thérapie assistée, c'est donc la substance qui est toujours de qualité contrôlée par l'Office fédéral de la santé. Ce sont des substances qui sont créées à un endroit spécifique qui a cette autorisation. Donc là, notamment, c'est une pharmacie à Bâle qui s'occupe de ça, si je ne me trompe pas. Et donc, on sait que la qualité est assurée, genre c'est du LSD à 99% minimum. Et si c'est possible, en tout cas, j'imagine que oui. Les doses, elles sont vérifiées, adaptées. Donc, on sait exactement si on prend 150 ou 200 microgrammes. Et on essaie d'éviter de prendre d'autres médicaments ou d'autres substances, genre ne pas boire de l'alcool ou fumer du cannabis avant ou pendant la séance. Quoique parfois pendant la séance, apparemment ça peut être un petit peu autorisé ou quelque chose si jamais la personne en a vraiment besoin. Mais c'est à éviter. Et je ne suis pas professionnel non plus, donc il faudrait demander à un vrai pro. Et voilà, le plus important aussi, c'est l'encadrement dans ce genre de thérapie. Donc, il y a toujours des professionnels soignants qui accompagnent le patient avant, pendant et après le traitement. C'est des professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font, ils sont éduqués sur le sujet. Donc, c'est bien mieux que prendre un psychédélique tout seul à la maison ou avec des potes qui vont se droguer aussi. Et bon, ça sonne un peu méchant de dire se droguer, mais voilà, on a compris. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand il y a des problèmes, des incidents dans l'usage récréatif des psychédéliques, c'est justement soit ça, c'est la substance qui est, soit on ne sait pas quelle dose c'est, donc on prend beaucoup trop, ou bon, pas assez, c'est pas vraiment le problème, mais ou alors on prend pas assez, d'un coup on prend beaucoup plus, et puis ben, on a des effets beaucoup plus difficiles à gérer, ou alors c'est une substance qui est mélangée avec de la speed, bien d'autres choses, enfin du coup on a une substance pas pure, c'est du coup l'autre substance qui est dans ce qu'on prend qui est plus dangereuse pour le corps que le psychédélique en soi. Et puis ensuite, comme tu dis, ce que tu as dit avant, c'est le set et le setting, quoi. Donc c'est le mindset, comment est-ce qu'on se sent pour venir prendre. Donc je pense, quand on a déjà eu des séances préalables, quand on sait qu'on est entouré par des professionnels, c'est mieux que quand on fait ça n'importe comment avec des potes ou en soirée quand on n'est pas prêt. Le setting, donc ça c'est tout l'encadrement, les professionnels qui sont autour de toi, l'environnement dans lequel on prend. Quand tout ça est contrôlé, je pense que c'est beaucoup plus rare d'avoir des bad trips et puis des mauvaises expériences et puis des incidents. Et puis ouais, en tout cas souvent
dans le milieu récréationnel, c'est par rapport à ces paramètres-là qu'il y a des soucis. Oui, Ouais. je pense aussi que, bon, pour complémenter ce que tu viens de dire, Pablo, on peut citer l'ecstasy, parce que justement, les gens peuvent penser des fois que l'ecstasy c'est quelque chose de pur et de safe, mais en fait, pas vraiment. Et l'ecstasy, il est un mélange de substances. Et dans ce mélange, il y a du MDMA. Mais le MDMA, c'est la drogue pure. Et l'ecstasy est un mélange d'autres amphétamines aussi, et d'autres trucs qui on ne peut pas contrôler, on ne sait pas ce qui est dedans. Et donc, il faut faire attention. Donc oui, c'est important de contrôler les drogues. Et c'est Contrôler important, sa substance. bien sûr. Et il y a un service gratuit de drug checking à Genève, si jamais, qui s'appelle Nuit Blanche. Vous pouvez ramener là-bas vos substances, ils contrôlent, ils vous disent qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, quelle dose. Donc il faut profiter de ce genre de trucs au lieu de juste consommer n'importe quoi qu'on a acheté dans la rue et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a pris, quoi. Et voilà, comme je mentionnais avant, l'encadrement c'est fait par des personnes qui sont vraiment éduquées. Et dans ce cas, vu qu'on parle de dépression, bah, c'est vraiment des gens qui savent comment agir avec des patients dépressifs. Et c'est le plus important dans une thérapie. Genre, si vous êtes dépressif et vous voulez essayer de vous soigner avec des psychédéliques à la maison, même s'il y a un ami à vous qui sera là pour vous, je ne crois pas que ça va bien se passer. C'est compliqué. Il faut quand même avoir un minimum d'études et de connaissances sur le sujet. Ouais. Non, puis surtout, personnellement, moi la première fois que j'ai entendu les psychédéliques pour traiter la dépression, je me suis dit que c'était un peu étrange parce qu'en général, ce qui est entendu plutôt dans le milieu récréatif ou récréationnel, c'est ne pas prendre si tu te sens pas bien. Justement parce que pour des choses qu'on a dit aussi, les émotions seront amplifiées, c'est très imprédictible, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parfois, on doit faire face à nos démons, puis on s'y attend pas, puis on n'a pas envie. Donc en général, c'est pas quelque chose qu'on prend contre mal. Et puis, donc il y a aussi plein d'hypothèses théoriques pour lesquelles, qui expliquent pourquoi ça pourrait traiter la dépression. Mais du coup, il faut vraiment ce setting, être sûr qu'on a une substance qui est pure. Et puis, Et la dose. ouais, une dose, ouais. Tout ce qui est, C'est vrai que pour n'importe qui souffre d'un trouble psychologique comme ça, dépression ou anxiété, ben, c'est conseillé de voir toujours un médecin avant de prendre des substances comme ça. Oui. Parce que ça peut être délicat. Une chose intéressante concernant la thérapie, la psychothérapie assistée par psychédélique, c'est que, bon, comme Alekos a dit, il y a des professionnels soignants qui accompagnent le patient. Et pour ça, il y a au moins 2 personnes qui sont dans la salle. Parce que si une personne a besoin d'aller aux toilettes ou quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de regarder. Donc le patient, il ne sera jamais tout seul. Il sera toujours accompagné pendant plusieurs heures de la durée de la tripe. Et ces personnes-là, elles sont des psychologues et des médecins. Puis on l'a déjà mentionné pas mal en vrai, c'était le setting. Donc voilà, en psychothérapie, le patient, on évite qu'il ait des troubles bipolaires, des risques de troubles bipolaires, schizophrénie, etc. Parce que on ne sait jamais si ça peut développer ce genre de troubles. On évite qu'il prenne d'autres médicaments. Et voilà, le patient, il est vraiment prêt pour son traitement. Donc c'est vraiment important qu'il ait le bon mindset. Il est là pour se faire soigner et il est prêt à ce qui va se passer, même si on ne peut jamais imaginer ce qui va se passer pendant un trip psychédélique. On peut quand même être ouvert à l'expérience et savoir qu'il faut se laisser aller et pas résister à la sensation. Et dans le setting, tout ça se fait dans un espace calme, agréable pour le patient. En général, il est couché ou assis. Et voilà, comme Bruno l'a dit, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne. Puis il peut mettre de la musique peut-être adaptée pour triper tranquillement avec des petites flûtes dans la forêt, des petits sons d'oiseaux avec la rivière, je sais pas. Oui, non seulement ça, mais la lumière change beaucoup l'humeur de la personne. Donc le niveau de lumière, la couleur et tout, ou alors aussi je sais pas, si la fenêtre est ouverte ou pas, s'il y a de l'oxygène, si c'est froid, si c'est chaud. Donc tout ça influence la tripe. Ouais. Puis donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui est là pour aider la personne au cas où il a besoin de mettre un peu plus de lumière, changer d'environnement ou quelque chose, que quelqu'un soit capable de le faire pour lui. Oui. Et voilà, je
crois que c'est la fin de la présentation. Alors. Oui, je pense qu'il faut rappeler les gens si jamais vous êtes dépressif et tout, il faut chercher des professionnels, des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et c'est intéressant de dire que l'Université de Genève a un service des psychothérapeutes qui est pas très cher, voire gratuit si vous avez vraiment besoin. Et c'est intéressant. Donc cherchez un professionnel et faites pas n'importe quoi. Essayez pas des drogues. Tout seul. Puis ouais, chercher un professionnel et parler un peu autour de soi aussi. Il faut vraiment, dans ce genre de trouble, il faut pas s'isoler et penser qu'on va ruiner la vie de quelqu'un d'autre parce qu'on partage ses expériences. Et c'est vraiment important de parler à sa famille, à ses amis proches pour qu'ils puissent vous aider aussi. Donc oui. C'est très important. Et voilà, savoir que les choses peuvent aller mieux et vont sûrement aller mieux aussi. Juste par rapport au chat, est-ce qu'il y avait des questions, que ce soit maintenant ou avant, qu'on ait sauté, qu'on n'ait pas vu? Merci, montrons-nous à vendredi. Oui, parce qu'on va faire un tournoi de beer pong vendredi avec la session de neurosciences. Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une musique de fond depuis le début. Ah. Apparemment, elle est stressante. La prochaine fois, on mettra des petits sons de rivière et des oiseaux. Il faudrait qu'on mette un petit peu des buissons ici dedans aussi et tout. Je mettrais bien la musique, mais le problème c'est que l'ordinateur bug. Ah ouais. C'est ça le problème. Oui. C'est vrai, c'est redit, il est bug un peu aujourd'hui. C'est quoi comme musique? C'est le truc genre chill, lo-fi, machin, non? Personnellement, moi j'adore ce genre de chansons. Ouais, c'est pas mal pour se concentrer en vrai des fois. Ça va rentrer tranquille. Bon, Donc, s'il n'y a pas de questions ni rien, je pense qu'on peut clôturer cette émission. Vous avez d'autres commentaires, vous, Bruno et Pablo, peut-être? Pour moi, je crois que on a fait un peu le tour. Ouais. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Donc, bon, je vous rappelle pour le petit moment de pub qu'il y a l'événement du Alps Forum 2023 le 6 mai à Berne. Donc, venez nombreux. Vous pouvez trouver le lien dans le chat. Et ça va être super cool si vous voulez rencontrer la communauté étudiante et professionnelle suisse de la recherche psychédélique. Et on sera tous là-bas si vous voulez nous rencontrer. Donc, ça pourrait être sympa. Et voilà, sinon, je pense que c'est tout pour nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Merci beaucoup. C'est toujours plaisir d'avoir des gens qui sont là avec nous. Et sinon, si jamais vous pouvez aussi retrouver l'enregistrement de cette vidéo et d'autres vidéos qu'on a fait pour la chaîne sur notre chaîne YouTube qui s'appelle ARP et Twitchedelix. Donc, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez probablement trouver. Sinon, il y a toujours nos liens sur le Linktree, etc. Vous pouvez trouver ça dans la bio de notre page sur Twitch. Et voilà, merci beaucoup à tous et à la prochaine.